l'article 80 de la Constitution tunisienne, ou bien je l'ai intitulé « Ou l'enjeu politico-constitutionnel ». Un essai d'interprétation. Samahni, Siedi, est-ce que c'est possible de régler votre écran, s'il vous plaît? Comment? Habtelna شوية الكاميرا. Comment ça se fait? Juste encore un peu. شوية بركة. C'est bon? Là, c'est mieux, Michel Chay. C'est bon? عسلامة سي لادي. Ah là, ça va. يعيشك. Oui, c'est parfait, Sylvie. Allez-y, Michel, allez-y. On vous voit pas trop, mais on vous voit quand même. Je ne suis pas très fort, mais c'est pas grave. حاجة تحت البيسي سي لادي. حاجة تحت البيسي باش يطلع شوية. Voilà. Oui, c'est bon. Non? Très bien, très bien. C'est bon. Donc, je démarre avec cet article 80 pour dire que sur le plan strictement juridique, l'application du décret présidentiel numéro 117 constitue une violation manifeste de la Constitution de 2014. Sous son égide, on a bel et bien ébranlé l'ordre constitutionnel établi par cette Constitution, ce qui constitue, à notre sens, un enjeu de taille qui touche l'avenir de la démocratie en Tunisie. En effet, situé entre droit constitutionnel et droit politique, l'état d'exception prévu par l'article 80 est sous haute tension. Salué par certains et décrié par d'autres, il fait l'objet de lectures très diversifiées. Juridiquement contestable et politiquement discutable, sans être, je le précise, totalement condamnable. Le déclenchement de l'article a enclenché des polémiques ouvertes aux scénarios les plus imprévisibles, mobilisant le local et le global avec tous les risques possibles. Son activation a donné lieu à une floraison de commentaires, adossés à des qualifications variées et variables. Réserve faite des pro-État d'exception et des questions de coup d'État constitutionnel, coup de force constitutionnel, coup de force présidentiel, coup d'État de velours, coup d'État contre la révolution, coup d'État permanent dans la Constitution, contre la Constitution, coup d'État de crise, coup d'État aux crises inédites, usurpation de pouvoir, coup d'État pur et simple. Donc ce sont des écrits, des commentaires qui ont exposé ces quelques éléments. Donc autant de dénominations difficilement déchiffrables qui font obstacle à une saine compréhension de la teneur de l'état d'exception et compliquent le choix de la démarche interprétative la plus appropriée. Cette gamme de mots, notions et concepts a similarité douteuse, se chevauche et risque parfois d'altérer son aspect positif en période de crise, particulièrement grave ou de haute intensité. Au-delà de ces dénominations, une telle disposition constitutionnelle renvoie à plusieurs mécaniques juridiques. J'en cite quelques-uns. Droit d'exception, législation d'exception, loi d'exception, régime d'exception, gouvernement d'exception, pouvoir exceptionnel, pouvoir d'exception. Le champ d'action est variable et porte la marque des régimes politiques dans lesquels ils s'inscrivent. Et pour le dire autrement, le cadre juridique de l'état d'exception, quel qu'il soit, est nécessairement porteur d'une minimale de violence juridique inévitable.
pour ne pas dire incompressible. Violation, suspension, transgression, usurpation, détournement et autres procédés choquants, mais tolérables et même concevables au fin d'une sortie de crise les plus violentes. Donc, sans trop discourir sur la définition, il est juste judicieux de signaler certaines formules de quelques grands spécialistes. Giorgio Agamben, par exemple, disait que l'état d'exception est la forme légale de ce qui ne peut avoir de forme légale. Il insiste sur le vide, le manque ou la confusion, la non-distinction entre le politique et la règle de la loi. Il est dit même par l'auteur qu'en vérité, l'état d'exception n'est ni extérieur ni intérieur à l'ordre juridique. Et le problème de sa définition concerne un seuil ou une zone d'indistinction où intérieur et extérieur ne s'excluent pas, mais s'indéterminent. La suspension de la norme ne signifie pas son abolition. Et la zone d'anomie qu'elle instaure n'est pas, ou du moins, prétend ne pas être sans relation avec l'ordre juridique. On considère aussi que l'état d'exception est toujours une mesure temporaire, prise en vue d'un retour à la règle. Carl Schmitt écrit en ce sens que l'état d'exception est toujours quelque chose de différent de l'anarchie et du chaos. Et au sens juridique, il existe encore en lui un ordre, même si ce n'est pas un ordre juridique. De toute évidence, la philosophie même de l'état d'exception repose sur un temporaire qui ne peut en aucun cas être durable, au point que certains évoquent, et le terme est un peu choquant, la bonne exception, qui favorise la promotion de la démocratie et la sécurité des individus. Il est admis en plus que le principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité constitue le régime juridique de l'état d'exception. Aussi peut-on considérer l'état d'exception comme un état de sécurité minimale, à durée déterminée, et qui doit préserver les fondamentaux incompressibles de l'état de droit démocratique, avec la remarque qu'il peut être utilisé pour d'autres causes. Pour sa deuxième entrée en matière depuis 2011, l'article 80 a amplement exploité son potentiel normatif au prix d'une lecture extensive au point de remettre en cause l'expérimentation démocratique déclenchée en 2011 et jeter le discrédit sur toute la décennie 2011-2021. Avec le 25 juillet, il est de plus en plus question de réforme, sinon de refonte, renouveau, refondation démocratique, sauf bien évidemment mauvaise surprise. Vu sous cet angle, cet article porteur que je qualifierais d'un virus constitutionnel a bel et bien forgé un clivage sociopolitique des pro- et anti-État exception. En effet, la Tunisie de 2001, post-25 juillet, expérimente un droit d'exception ou exceptionnel inédit, avec des appréhensions variées. Le dissensus, nous semble-t-il, semble être consommé quant à un retour normal et rapide à un état de stabilité politique, même mouvementé. Cette propulsion de l'état d'exception sème le doute quant à sa capacité à rétablir rapidement et avec efficacité le fonctionnement régulier des institutions de l'État. Sans dénier son utilité à gérer les moments de crise aiguë, l'article 80 constitue une source d'inquiétude pour le processus démocratique. Son activation a ralenti, sinon perturbé, la gestion d'une transition démocratique fortement valorisée aussi bien au niveau national qu'international. À l'évidence, une décennie ne fait pas la démocratie.
Celle de 2011-2021 n'était pas, certes, n'était pas reluisante, mais elle a eu le mérite d'instaurer, d'initier, de créer ce que je qualifie d'un état d'esprit démocratique, encore persistant, même s'il demeure balbutiant. Et comme le temps des transitions s'inscrit dans la durée et l'incertitude, il va falloir se résoudre à une interprétation que je qualifierais de prudente. J'essaierai d'être objectif de l'article. Donc, devant l'offre que présente la variété des théories et méthodes d'interprétation, que je pense mon collègue et mon ami Slim Larmeni a fait le tour, il est difficile de faire un choix radical sur quelle méthode d'interprétation. Pour le cas qui nous intéresse, l'option actuelle nous semble assez attractive et même pertinente. De l'avis des spécialistes, cette méthode renvoie au contexte, et je cite, linguistique, philosophique, historique, social, politique, économique, scientifique et technologique. Dans ce cadre, un spécialiste souligne que le sens des propositions ne se dégage pas ou pas seulement sur le fond d'un langage, conçu comme un ensemble potentiellement infini de phrases bien faites, mais sur le fond des jeux de langage dans lesquels des propositions sont insérées. Il précise que la référence à l'idée du jeu de langage implique que l'analyse des expressions linguistiques ne peut être séparée de l'analyse du contexte non linguistique dans lequel ces expressions sont prononcées, contexte qui renvoie à son tour à la forme de vie de la communauté de langage. Moyennant donc cette armature interprétative succinctement présentée, de larges perspectives d'investigation sont ouvertes quant au sens et la signification de l'état d'exception objet de l'article 80. Même peu coté, l'usage de cette méthode offre une grille de lecture, non seulement passionnante, mais aussi réaliste pour le cas tunisien. Aussi, c'est un peu notre questionnement général, nous focalisons le questionnement sur le bien fondé et les implications du recours ou de l'activation de l'article 80. Sous le label de crise, s'agit-il d'un remède ou d'une simple pilule? Et quelles sont les données paramétriques cibles? Au niveau du plan de la démarche, j'ai choisi une démarche simple et malgré les relations possibles entre les différents éléments, je différencie le processuel du substantiel, donc c'est les deux grandes lignes, avec un regard, troisième point, les contrôles possibles. Donc 3 points qui seront analysés avec l'objectif, au niveau de l'analyse, l'objectif de vérifier si l'état de droit constitutionnel est ou non dans l'angle de mire de l'article 80. Sachant d'avance, bien évidemment, que sur ces 3 niveaux, les interrogations ne manquent pas et les réponses ne font pas florès. Donc là, il y aura des éléments que l'on ne pourrait éventuellement pas interroger, faute de données. Donc au niveau de la dimension processuelle, je la qualifie d'acuité. Celui-ci nous rappelle un peu, ce processus nous rappelle sur certaines formes emblématiques, nous interpelle plutôt sur certaines formes emblématiques, sans les questionner dans leur globalité et dans tous leurs détails. Il s'agit de cibler leur potentiel d'action et les rend valides et opérationnels. Il s'agira de 3 points distincts, les délais, la consultation et le message présidentiel. Donc 3 points que j'analyserai rapidement. Pour la question des délais,
Dans sa temporalité, les formalités de la déclaration et de la cessation de l'état d'exception sont en deçà du minimum exigible. Contrairement à d'autres expériences constitutionnelles prévoyantes, certes rares, l'article 80 n'impose pas une durée maximale qui déclenche le retour à la normalité. Sa déclaration, qui n'est pas impérative, donc le président peut, ne doit pas, n'est pas impérative, repose sur le constat d'un péril imminent, temporellement indéterminé. Maître d'horloge, le président de la République a toute l'attitude d'action, mais aussi d'inaction. Quant à sa fin, donc la ligne 4 indique que les mesures de l'état d'exception prennent fin, et je cite le texte constitutionnel, prennent fin dès la cessation de leurs motifs, avec une mesure de contrôle impossible en raison de l'absence de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle et l'interdiction des recours en annulation à l'encontre de ces décrets-lois, ce qui se traduit par la possibilité d'un état d'exception ouvert dans le temps qui, dans l'état des choses, peut perdurer davantage. Avec l'annonce présidentielle de l'état d'exception le 25 juillet, qui a été consommée par le décret présidentiel de 117, et son prolongement possible, je dirais même inévitable, aux prochaines élections législatives prévues pour le mois de décembre 2022, il est presque établi que le goût de l'exceptionnel l'emporte. En effet, la dépendance de la fin de l'état d'exception, de la cessation de leurs motifs, relève de l'inextricable, avec l'absence d'une durée maximale, adossée au pouvoir de crise. L'hypothèse de sa permanence n'est pas exclue. Afin de mesurer la gravité de ce type de disposition, on peut signaler, et dans un sens plus positif, l'article 77 de la Constitution italienne, qui exige que en loi dans un délai de 60 jours. Mais dans un sens négatif, et quand on se rappelle le cas, certes spécifique de la République de Weimar et son état d'exception durant 12 ans, on peut craindre l'effet de contagion. Tout compte fait et sauf surprise, la durée de vie de notre état d'exception serait plus ou moins annuelle, dans le meilleur des cas. Certes, d'autres expériences sont passées par des délais plus larges, plus longs, mais pour des circonstances plus dramatiques, sans commune mesure et sans comparaison possible avec notre expérience démocratique. En tout cas, l'inobservation des délais provoqués par la suspension, entre guillemets, dissolution de fait de l'ARP et l'absence de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, jette le discrédit sur la régularité procédurale. Il va sans dire que dans sa temporalité, le problème du délai de l'état d'exception relève de l'inconstitutionnalité, manifeste, juridiquement injustifiable. En rapport avec la consultation des pouvoirs publics constitutionnels retenus par l'article 80, cette consultation ne brille pas non plus par sa transparence et son efficacité. Chef du gouvernement, président de l'Assemblée des représentants du peuple, sont consultés et simple information du président de la Cour constitutionnelle. Alors que dans la version du projet de constitution du 6 août 2012, il était question de la consultation de la Cour constitutionnelle et non pas seulement de son président. En tant que pouvoir, bien évidemment,
et non pas d'une simple information de son président. Cette dégradation de la Cour, encore fantôme, exprime probablement les craintes d'une amorce de la conscience juridique, fortement altérée par un jeu politique potentiellement malsain. De ce point de vue, le spectre de l'exception d'inconstitutionnalité est déjà dissuasif. Dans ces conditions, le recours au service de l'instance provisoire, à laquelle a fait référence ma collègue Salsabil, est probablement celui du tribunal administratif, était-il concevable? A priori, pour la première hypothèse, le nom l'emporte dans la mesure où l'instance est chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi et s'est même déclarée incompétente en matière consultative. Mais réinscrite dans la logique de l'état d'exception et moyennant certaines modifications, l'instance provisoire était en mesure d'intégrer la mécanique de la consultation dans un domaine qui est le sien. Vu sous cet angle, solliciter l'avis de l'instance, nonobstant ses limites, aurait été un signal fort pour mettre le peuple en confiance et réanimer l'esprit de l'état de droit dans un contexte de droit exceptionnel, imprévu et imprévisible. Ceci est de nature à atténuer l'opacité manifeste du processus de consultation et d'information et donner de la crédibilité au processus lui-même. Relativement au tribunal administratif et moyennant son statut consultatif officiel du gouvernement, son extension exceptionnelle ou en période exceptionnelle sous forme d'un statut consultatif entre guillemets temporaire, méritait réflexion. En effet, nonobstant la justesse de sa déclaration d'incompétence pour trancher le litige sur la prestation du serment des ministres du gouvernement Mechichi, il aurait été de bonne guerre ou de bonne augure ou plausible d'étendre le champ d'application de la consultation sous couvert de l'état d'exception. Investi de son potentiel jurisprudentiel de valeur, le tribunal administratif serait plus réactif et plus imaginatif pour l'élaboration d'un droit exceptionnel non exclusif, non excessif, pour ne pas dire raisonnable. Quelle que soit la dose injectée, l'atténuation du non-droit serait garantie. Ainsi, éclairer et même orienter le président de la République serait de nature à apaiser les élans de toutes les parties prenantes et atténuer l'exacerbation des conflits. Dans d'autres expériences étrangères, la volonté d'atténuer l'impact et le poids de l'état d'exception se manifeste par une plus large consultation. En France, le Conseil est obligatoirement consulté lorsque le président décide d'exercer les pouvoirs et ce Conseil lui-même émet un avis préalable sur les mesures prises par le président de la République. Pour le cas algérien, l'article 99 stipule que le président décrète l'état d'exception et une telle mesure est prise après consultation du président du Conseil de la Nation, de l'Assemblée populaire, mais plus important, le Haut Conseil de sécurité et le Conseil des ministres. Au Maroc, l'article 59 prévoit la consultation par le roi du chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. Certes, je l'avoue, comparaison n'est pas raison, mais le regard comparatiste nous renvoie à la nécessité de mise en place de solides garde-fous procéduraux qui renforcent la crédibilité et la sincérité du processus exceptionnel.
Enfin, troisième point sur le message présidentiel et au-delà de sa mission d'information, ce message, à mon avis, a une portée symbolique à ne pas négliger. Lors de la déclaration de l'état d'exception, il est question de sensibilisation, de justification et de mobilisation générale du peuple. C'est l'entrée dans un processus juridique d'exception destiné sinon à la sauvegarde de l'état de droit et même à son sauvetage. Avec le deuxième message adressé au peuple, c'est un véritable moment d'évaluation de la période, d'appréciation des capacités de l'État à se défendre, à soutenir l'état de droit et maintenir l'ordre constitutionnel établi. Finalement, l'obligation constitutionnelle a dose fortement morale. Le message présidentiel peut être regardé comme un facteur potentiel de mise en confiance et de consolidation du pacte ou du contrat politique et social. Il y va de la crédibilité du président de la République comme garant de la cohésion sociale et de la légitimité de l'État. En tout cas, si le premier message était partiellement mobilisateur, le second devrait convaincre par son bilan. Là, on arrive à le deuxième point du substantiel altéré. Donc, c'est un peu la deuxième partie ou le deuxième point. Péril imminent et entrave au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constituent les conditions de fond pour que le président de la République puisse recourir à l'article 80 de la Constitution. Saisir le sens et la signification de ces dispositions substantielles particulièrement lourdes et avec leur aménagement outrancier par le décret numéro 117. Suspension partielle de la Constitution, transgression, fraude, violation, abus, dépassement et autres qualificatifs ont été retenus dans les commentaires. Probablement, disait un commentateur, s'agit-il d'une mini-constitution transitoire aux fins d'une refonte de l'ancien ordre constitutionnel. En tout cas, la mise en marche tumultueuse du processus semble s'inscrire selon une formule empruntée à Christian Fierens dans une logique de gesticulation, entre guillemets, de gestion, geste et gestation. Un mélange qui explique en partie les écarts de parole, les décisions précipitées, la variété des justifications, les suspicions, les vérités et contre-vérités, fake news, autres dérapages, et plus grave encore, la mise en balance de la stabilité de l'ordre constitutionnel. Donc, qu'en est-il au juste de ces deux conditions? Et comment pouvons-nous les interpréter ou les lire? Le péril imminent et l'entrave, donc ça serait le premier point. Je rappelle qu'il est largement utilisé en droit administratif. Cette notion figure de moins en moins dans les constitutions. Dans certains pays, parlent de menaces et non plus de péril. Or, l'article 80 de la Constitution a tout simplement reconduit cette notion qui figurait déjà dans l'article 46 de la Constitution de 59. Indépendamment de cette remarque, il s'agit sans aucun doute d'un élément crucial et déterminant pour la mise en route de l'état d'exception. Le péril imminent et ou ses équivalents est le fait justificatif par excellence qui normalise momentanément le recours à un droit dérogatoire. C'est la raison pour laquelle son identification reste dans la tourmente interprétative ou ce que d'autres parlent de « il est dans l'œil du cyclone interprétatif ».
Anne Froment-Mer, par exemple, souligne qu'il y a deux critères d'identification de l'imminence. Celui de la temporalité, c'est-à-dire la survenance certaine et quasi immédiate de l'événement. L'événement doit être sur le point de survenir par surprise pour que soit admise l'imminence. L'autre dimension, c'est la matérialité. Celle-ci renvoie à la constatation de la survenance quasi immédiate de l'événement. Celui-ci doit être présumé ou plus précisément établi, c'est-à-dire que la preuve de la survenance de l'événement doit être constatée a priori. L'imminence est nécessairement appréhendée grâce à des signes avant-coureurs et ne doit pas se fonder sur de simples suppositions. Les incidences de l'imminence sont alors démontrées par des données scientifiques fiables, claires, objectives, même en l'absence de certitude scientifique. À l'aune de ces quelques éclaircissements relatifs à la détermination du péril imminent, il convient de vérifier sommairement la justesse du constat de ce péril et son usage. Donc, sous le label de crise, épidémie, corruption, dysfonctionnement des institutions de l'État et autres justificatifs ont été soulevés en faveur de ce constat. Pour autant, sont-ils porteurs d'une imminence inévitable, pour ne pas dire irrémédiable? Moyennant une lecture prudente de ces justifications et en l'absence d'un diagnostic officiel, objectif et global, certaines mises au point peuvent atténuer l'ampleur et l'exagération de telles affirmations. Donc, cette lecture, je l'entame rapidement avec vous. Le constat du péril imminent et l'entrave au fonctionnement des pouvoirs publics semble reposer principalement sur des variables lourdes qu'il convient de vérifier de manière sommaire. Et nous les avons ramassées un peu, ou les ramener sur l'ARP, l'instabilité gouvernementale, la corruption et l'impact de l'épidémie. Donc, ce sont des éléments qui ont été toujours réclamés pour dire qu'il y a un peu péril en la demeure. Donc, pour l'ARP, l'anathème jeté sur l'Assemblée des représentants du peuple est incontestable, mais à mon sens exagéré. Au-delà de l'inconstitutionnalité manifeste de sa suspension, entre guillemets, dissolution de fait. Contrairement aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 80, l'usage de l'adverbe notamment dans le quatrième considérant parle notamment du décret 2017, numéro 117, jette un discrédit sans nuance sur l'institution parlementaire. Certes, on en convient que ses performances ne relèvent pas de l'extraordinaire, mais son rendement n'est pas d'une nullité absolue qui le met en disgrâce et mériter la suspension, ou pour le dire autrement, la dissolution. Embarqué dans le jeu des partis politiques et des groupes parlementaires et leurs acolytes, sa production normative, même si elle est parfois politiquement orientée, est un signe positif de son activisme. Au-delà de sa quantification, environ 500 lois, l'arsenal législatif n'est pas négligeable
et ne mérite ni le discrédit radical, ni les lectures subjectives ou fantaisistes. Certes, les marchandages et les scènes de violence ont bien terni son image, mais il ne s'élève pas au rang de la grande criminalité politique. Il y manquait à certains élus du peuple l'expérience, la bonne volonté, la bonne éducation et le civisme. Enfin, le blocage malicieux de la naissance de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée des représentants, s'il constitue bel et bien une entrave au fonctionnement des pouvoirs publics, il n'a pas atteint le seuil de gravité qui ouvre les portes de l'inconstitutionnalité permanente. L'instance provisoire et le tribunal administratif n'ont pas manqué d'audace pour faire valoir le droit dans les limites de leurs compétences, ce qui est de nature à tempérer l'élan de l'état d'exception. Au niveau de l'instabilité gouvernementale, ces méfaits sont incontestables. Pas moins de 14 gouvernements se sont succédés depuis 2011, dont 4 sous la présidence du président Kais Saied. Si les défaillances sont notoires et parfois nocives, il est dans l'ordre des choses d'établir un bilan officiel et objectif au fin d'une évaluation correcte de la décennie 2011-2021 qui pourrait éventuellement justifier en partie le recours à l'article 80. Si mauvais bilan décennal il y a, tenait-il exclusivement aux défectueux comportements partisans, l'incompétence et l'immaturité de certains membres du gouvernement qui se sont succédés? Quelle dose, quel degré de nocivité d'origine parlementaire? Certes, la bataille partisane, très mal engagée, a manqué de sincérité, de bonne volonté et de lucidité. La cupidité semble avoir été leur arme massive de destruction, inter- et intrapartisan. Toutefois, de tels constats ne justifient ni leur rejet total et encore moins leur exploitation pour l'application des mesures exceptionnelles. Réfléchissant autrement et dans un cadre de transition démocratique, on aurait pu les orienter vers des procédés plus constructifs. Dans ce cadre, il était plus pertinent et même salutaire pour les partis et pour l'enracinement du processus démocratique d'engager sérieusement et loyalement la pratique des contrats de coalition gouvernementale. Du côté du Parlement, le spectre de la motion de censure à l'encontre du gouvernement constitue une réelle menace pour le fonctionnement régulier de ce dernier. Toutefois, son déploiement n'était pas systématique au point de geler l'activité gouvernementale. Sa nocivité certaine ne cédait pas pour autant au rang d'un blocage permanent qui nécessite l'appel à un mécanisme d'exception. Certains pays ont connu de gravissimes blocages gouvernementaux sans recourir aux mesures exceptionnelles. Enfin, dernier élément, la lutte contre la corruption et l'épidémie, l'impact de l'épidémie. S'il justifie l'usage d'un mécanisme exceptionnel et ne nécessite pas le recours au mécanisme de l'état d'exception. À propos de l'épidémie, l'appel à l'état d'urgence, malgré les insuffisances, était amplement justifié. Mais inscrire la lutte contre la corruption au nom du péril imminent sous la houlette de l'état d'exception est injustifié. En effet, vouloir l'éradiquer par un recours temporaire au droit exceptionnel, s'il est louable, il n'est pas réaliste. Autrement, on s'inscrira dans un état d'exception permanent ou, plus gravement, un état de sécurité. Dans tous les cas de figure, la lutte contre la corruption est beaucoup plus une question de morale que de droit. Soupçonnée d'appartenance au mode du système capitaliste et de sa globalisation, elle est à bannir de la logique du mal nécessaire. À l'évidence, décrier et dénoncer la corruption est de bonne guerre,
mais encore faut-il renforcer les mécanismes de prévention. Pour ce faire, une politique anticorruption est à concevoir sur fond d'une double exigence de sensibilisation et de répression sans overdose de haine. En définitive, et au regard de cette légère lecture, quel péril, quelle imminence et quelle menace. Certes, il appartient au président de la République de dégager la logique de ces termes inséparables, les identifier, les apprécier, les justifier et convaincre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les institutions retenues par l'article 80, le peuple, mais aussi, et pour plus de légitimité et de manière incidente, l'opinion internationale. Toutefois, le doute reste permis quant à leur proportionnalité et leur impact sur le rétablissement de l'état de droit, d'autant plus que l'état d'exception peut être porteur de mauvais diagnostics. Donc, à ce niveau-là, le discrédit et l'anathème jeté sur la décennie, et plus particulièrement sur le système constitutionnel de 2014, sont à modérer. Troisième point, rapidement, les contrôles. Avec l'absence de la Cour, la suppression de l'instance provisoire et l'interdiction des recours contre les décrets, le déploiement des mesures d'exception est presque sans limite. En dehors des recours classiques, le droit commun peut déployer à efficacité limitée. D'où la nécessité de chercher le système de contre-pouvoir disponible en mesure de se déployer dans le cadre même de l'état d'exception. Donc, l'article 21 du décret, d'une part, et dénoncer la négligence des pouvoirs publics, de la Cour constitutionnelle et de l'instance afin de mettre en valeur leur importance dans le cadre d'un état d'exception. L'injusticiabilité ou l'immunité des décrets-lois, un petit regard sur cette faisant partie de la catégorie des actes du gouvernement. Ainsi, les lois en période d'exception sont plus redoutables. Ceux prévus par la loi du 12 août 2007 précisait que les décrets-lois ne sont pas susceptibles de recours en annulation. À ce titre, son déploiement dans une situation de crise est une réelle suspension de l'état de droit et une concentration outrancière du pouvoir par son titulaire. Or, la tendance, de plus en plus confirmée en la matière, s'oriente vers la remise en cause de la théorie de l'acte du gouvernement. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes contient même les éléments d'une condamnation de la théorie de l'acte du gouvernement, au point que, avec la formule de Sébastien Platon, pensait à vider l'article 16 de la Constitution française de son venin. À sa manière, René Chaput disait déjà en 2010 à leur propos ce qui suit. La pression exercée par les justiciables et les exigences tirées du droit européen renieront probablement à terme la catégorie des actes du gouvernement jusqu'à leur moelle substantielle, tant les îlots d'injusticiabilité sont de moins en moins tolérés ou tolérables et contrastent avec l'idée même de l'état de droit. Concernant rapidement l'instance et la Cour, certains mécanismes pouvaient être exploités et tempérer un tant soit peu le poids de l'état d'exception. Pour l'instance provisoire, en activité jusqu'à sa suppression par l'article 21, était-elle assez nuisible
pour être sauvagement condamné. Sa disparition est-elle la conséquence de la suppression de l'ARP? Sa neutralité et sa rentabilité sont-elles en cause? A-t-elle faussé le processus de contrôle de constitutionnalité? Quels sont les reproches qui lui ont été signalés? Son bilan est-il établi? Donc, autant d'interrogations sans réponse qui sèment le doute quant au motif et mobile de sa suppression. Faute de preuves, cette instance aurait dû être audacieusement exploitée par le président de la République afin de consolider sa justification de l'usage de l'article 80. Moyennant la générosité du droit exceptionnel, le contrôle des décrets-lois par l'instance provisoire n'est pas inconcevable dans le cadre d'un état d'exception, limité dans le temps. D'autant plus que ce genre de législation est de plus en plus contesté pour sa large injusticiabilité. À propos de la Cour, malmenée par l'Assemblée des représentants et immobilisée par le président de la République, elle reste la célèbre victime du processus démocratique en Tunisie. Sans idéalisation outrancière, l'impératif de sa nécessité ne fait pas de doute, du moins dans la logique de l'état de droit constitutionnel. Dès lors, ne pas discréditer la Cour, même si elle n'est pas encore née, est un bon signe de sa valorisation aux yeux de la communauté politique et constitue une promesse de son inscription dans la logique de l'état de droit. En effet, avec la dénonciation de la nocivité de l'inconstitutionnalité, on peut rehausser la valeur symbolique de la Constitution et faciliter le processus de sa socialisation. Autrement dit, faire de la Constitution un livre populaire et éducatif. C'est développer par la suite une culture constitutionnelle de sauvegarde de l'État de droit démocratique en mesure d'atténuer et d'absorber les chocs politiques graves. Pour la thématique qui nous intéresse et à titre d'illustration, on peut signaler deux situations différentes mais instructives. La première concerne une résolution de la Cour constitutionnelle équatorienne qui a déclaré non constitutionnel l'état d'exception dans le pays par le président Lenin Moreno en raison de l'augmentation des contaminations à la COVID-19. Donc, véritablement, une Cour qui annule, qui déclare non constitutionnel l'état d'exception après sa mise en application. Il a été jugé que le président de la République avait fondé sa décision d'instaurer l'état d'exception sur, et voilà le motif, un risque possible, futur et non actuel, sans se baser sur une information suffisante, claire et spécifique. L'autre cas de figure concerne la France qui retient que c'est au président de la République qu'il appartient d'apprécier si les deux conditions sont remplies, s'il outrepasse ses droits. Le Parlement pourrait se réunir en haute cour et le destituer. De tout ce qui précède, il en résulte un amer constat d'exagération et d'amplification de la crise politique qu'on voudrait couvrir par le recours à des justifications plus pesantes. À un certain moment, on justifie sa mise en œuvre par un appel à la souveraineté d'une part, la légitimité d'autre part. Quelques mots sur ces deux motifs. Ces deux éléments ont été mobilisés pour consolider quelque part le recours à un état d'exception expansif. Brièvement, et à propos de la souveraineté, l'appel aux trois premiers considérants du décret numéro 107 est à modérer. De nos jours, on constate une érosion tendancielle de la souveraineté des États nationaux. En effet, au-delà des lectures nostalgiques, certaines analyses montrent que le concept de souveraineté est en crise. On se pose de plus en plus la question de sa place
dans un monde caractérisé par la prééminence des réseaux sur les logiques territoriales. On parle des métamorphoses de la souveraineté des GAFA, GAFAM, et le défi à la souveraineté face au numérique, des masques de la souveraineté et d'un probable idéal périmé de la souveraineté étatique, au point qu'en 2017, le Danemark a cru bon de nommer un ambassadeur numérique auprès des GAFA. Par ailleurs, l'ouvrage d'un certain Pierre Dardot et de Laval s'est même achevé sur une définition de la souveraineté populaire par opposition à la souveraineté du peuple. La souveraineté populaire, dit-il, renvoie à un peuple qui est acteur de la souveraineté, non au peuple comme mystérieux sujet de souveraineté. Par conséquent, réfléchir sur la souveraineté pour légitimer l'action, c'est un peu, c'est une manière de justifier un peu l'injustifiable. Quant à la justification de l'état d'exception par le biais de la légitimité, il n'est pas évident qu'elle soit la bonne, par sa nature fondamentalement politique ou extra-juridique. Elle est rebelle aux définitions et plus particulièrement à la mesure. En effet, à quel paramètre suffit pour évaluer le degré de légitimité du pouvoir en place? La simple acceptation du pouvoir ou l'appui très majoritaire des gouvernés sont-ils suffisants pour la reconnaissance de sa légitimité? Le principe de la légitimité qu'on appelle agrégateur, dont parle un certain Ferrero en 1942, donc un principe de légitimité agrégateur, peut-il souder de manière durable la communauté politique? Pour certains auteurs, la légitimité qui est intimement liée à la légalité s'impose par la souveraineté populaire, l'expertise, l'institutionnalisation, la correction morale et l'efficacité. En est-il ainsi dans le cas tunisien? Avec les dysfonctions observées depuis 2011, les soubresauts qui ont jalonné la période postérieure aux élections de 2019 et la récente démission de la directrice du cabinet, la légitimité ne semble plus au beau fixe. Il est même probable de sombrer dans la délégitimation ou bien l'illégitimité. Pour conclure sur cette analyse et au regard de ce rapide coup d'œil, le label de la décennie noire galvaudée par l'officiel et non officiel, et je préfère le terme peut-être noirâtre, est loin de convenir à la situation de la Tunisie de post-2011, sans commune mesure avec le cas algérien, par exemple. L'éruption de l'arsenal de l'exception était disproportionnée. Et tant qu'on est dans un exceptionnel indéterminé, émettant le souhait lui-même exceptionnel que la Tunisie ne s'inscrit pas dans la permanence de l'état d'exception et quitte définitivement et de manière irréversible le cercle étendu et très étendu des régimes non démocratiques. On l'imagine, et là c'est un peu l'enthousiasme, plongé dans une bataille démocratique sur fond de modération et de tolérance, avec le slogan essentiel de la rigueur et le rejet total de la radicalité et de la rigidité. C'est à ce prix que se construira la démocratie à la tunisienne qui vient d'éclore, mais sans prendre conscience de sa puissance et sa capacité à se réaliser et contaminer positivement la communauté des pays arabes. Éviter l'échec, c'est donc tracer un avenir radieux pour un peuple tunisien qui a rarement vécu le charme de la liberté.
Avec l'événement historique de 2011, il est indigne de la Tunisie de replonger dans un quelconque régime non démocratique. Le barrage à l'autoritarisme et le totalitarisme constitue un combat vital des citoyens, toutes tendances confondues, face à une classe politique en déliquescence et un peuple, malgré tout, et je regrette le terme, errant. Ce grand moment devra signer l'éclipse définitive de l'indignité démocratique. Autrement, et ça serait dommage, autrement, on inscrira la Tunisie dans la catégorie qu'on appelle, certains politistes, le registre des objets politiques non identifiables. Ceci est de nature à affecter l'historique et la crédibilité de toute l'expérience constitutionnelle tunisienne. Je vous remercie.